RFM Midi. Merci d'écouter la radio Futur Média. Il est midi, le grand journal. Démarrage de la Coupe du Monde ce jeudi. Formule inédite. 3 cérémonies d'ouverture distinctes sont prévues. Coup d'envoi ce soir au Mexique. Les 4 garçons morts noyés à Vélingara inhumés ce matin. Les corps repêchés tard dans la soirée. Bonne nouvelle pour les albinos le Sénégal dispose désormais d'une unité de fabrique de crème solaire qui leur est spécialement dédiée. Et cependant, les difficultés demeurent, chômage et discrimination entre autres. Et les travaux de la route Ngaï-Tilmaha à l'arrêt, les populations de ces localités dénoncent cet arrêt. La Géroute évoque une tension de trésorerie. À suivre la page internationale dominée par la visite du pape Léon XIV aux îles Canaries pour s'entretenir avec les migrants. L'actualité des sports dominée par le mondial. Justement à la fin de ce journal, le premier numéro du journal de la Coupe du Monde présenté par Pape Malik Diaw plutôt. Bienvenue à toutes et à tous. À la présentation, à la technique, Abdoulaye Diop, bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Futur Média. D'abord, cet accident survenu sur l'autoroute à péage, il a fait un mort et un brûlé grave. Un camion citerne transportant du gasoil a pris feu à hauteur de Diamniadio, près du stade Abdoulaye Wade. Le camion avait quitté Rufisque à destination de Sébikotane. Cet accident a entraîné des embouteillages monstres sur l'autoroute à péage ce matin. Vous l'avez entendu avec Babacar Fall dans RFM Matin. On vous l'annonçait dans nos précédentes éditions. 4 garçons sont morts noyés à Kandiama, village situé dans le département de Vélingara. Les 4 corps ont été repêchés puis inhumés ce matin. Abdoulaye Diallo. Les 4 corps sans vie des enfants de Kanyama morts par noyade ont été repêchés par les populations de la dite localité. Ils ont été inhumés ce jour à Kanyama. 3 des 4 victimes appartenaient à une même famille. Rappelez que ces 4 enfants sont morts noyés dans une fosse d'une carrière de sable abandonnée. La fosse était remplie d'eau par les dernières pluies tombées ces temps dans le département de Vélingara. Ces types d'accidents sont fréquents dans la région de Kolda où l'on trouve de nombreuses carrières de sable exploitées puis abandonnées et que ces dernières enregistrent d'importantes quantités d'eau de pluie pendant l'hivernage et que des gens, dont des enfants, n'hésitent pas d'y aller pour une partie de baignade. RFM Kolda. Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, vous l'avez évoqué, l'hivernage, vous l'aurez certainement constaté. Plusieurs régions du Sénégal ont reçu leur première pluie depuis la deuxième quinzaine du mois de mai. Et selon l'ANACIM, l'hivernage s'est définitivement installé dans le sud et l'est du pays, ce qui n'est pas le cas au centre et au nord du pays, même si certaines localités ont déjà reçu leur première pluie. Djabel Ndiaye, chef du service climatique à l'ANACIM, au micro de Youssouf Bodjan. Hier, on a constaté des pluies variables dans la région centre du pays et ce système a commencé depuis le 8 juin, 8, 9, 10 juin dans les localités centres, mais c'est des pluies faibles qui ont été notées sur plusieurs localités centres, ce qui nous permet de dire que l'hivernage ne s'est pas encore installé définitivement au centre du pays parce qu'on a eu quelques pluies considérable, supérieur à 20 mm dans le poste de Koungheul avec 32 mm, de Koumbol de 15 mm, mais partout ailleurs, c'est des quantités faibles qui ne dépassent pas les 15 mm. Donc, pour le moment, on ne peut pas annoncer le début de l'hivernage dans la zone centre, mais dans la zone sud-est du pays et certaines localités sud, surtout dans la région de Kolda, un peu vers Sédhiou, on a eu depuis le mois de mai certaines pluies qui ont été notées. Mais aussi, ce qu'il faut noter par rapport à ce début d'hivernage, c'est des séquences sèches qu'on a constatées depuis le mois de mai, des séquences sèches qui sont allées entre 12-15 jours de jours sans pluie dans les régions de Kédougou, Tambacounda et Kolda. Parce qu'après le 4 mai, on a eu une pause pluviométrique jusqu'au 24 mai. Après cela, entre le 24 et le 28 mai, on a eu la reprise des activités pluvio-régionales dans les localités sud et sud-est du pays. On a eu une deuxième pause d'une dizaine de jours aussi pour la reprise des pluies à partir du 8 mai. Et ces pluies du 8 mai, au-delà de la zone centre et sud-est où l'hivernage s'est définitivement installé, ont eu des extensions dans la zone centre. Mais dans la zone centre, dans la région de Kaffrine et un peu vers Kaolack, c'est des pluies faibles à modérées qui ont été notées, donc on ne peut pas déclarer le début de l'hivernage dans cette zone. À l'instant, Djabel Ndiaye, chef du service climatique à l'ANACIM, il est 12h06. RFM, la radio de toute l'actualité. L'Ordre des avocats du Sénégal qui alerte sur les cabinets étrangers qui exercent illégalement
Dans notre pays, l'ordre révèle qu'il y a une dizaine de cabinets qui sont dans ce cas. Des poursuites judiciaires ne sont pas exclues, nous dit Maître Ahmadou Yahya Fall, chargé de communication de l'ordre que nous écoutons avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous avons fait un constat depuis quelques années, il est fait, de ce que des cabinets étrangers exercent en toute illégalité au Sénégal. Nous avons tenu à rappeler les dispositions qui encadrent l'exercice de la profession d'avocat, que ce soit au Sénégal ou dans l'espace UEMOA, notamment le règlement numéro 5, relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat, ainsi que le règlement numéro 10. Donc nous avons tenu à faire ce communiqué pour d'abord qu'ils sachent que nous savons qu'ils sont dans l'illégalité et également prévenir des suites utiles que nous entendons tirer de cette prévention. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour que l'exercice de la profession se fasse dans le cadre légal. Et d'après votre constat, vous avez eu à constater combien de cabinets actuellement installés au Sénégal, des cabinets il y en a, nous avons identifié, nous les avons tous identifiés, tous ceux qui sont installés et qui exercent illégalement. Nous sommes en train de faire un travail dans ce sens, mais nous savons qui ils sont, où ils sont, et nous les avons identifiés. Il y en a combien? On va dire une bonne dizaine à l'heure actuelle sans entrer dans une précision. Vous n'écartez pas des poursuites judiciaires contre ces cabinets jugés illégaux? Cela n'est pas exclu. À Fatick, les populations sont sensibilisées sur les questions liées au foncier. L'amicale des agents de la justice veut contribuer à la lutte contre les récurrents conflits. Un exercice de questions-réponses organisé dans la cour du palais de justice a permis d'éclairer les populations sur de nombreux aspects, nous dit Aminata Goudiaby. À l'étape de Fatick, l'amicale des agents de la justice en tournée a choisi d'évoquer la question du foncier. Beaucoup de zones d'ombre levées suite aux questions posées par les populations. Le manque d'informations est souvent à l'origine de certains conflits fonciers. Beitiba a représenté le chef du centre des services fiscaux de Fatick à cette journée de sensibilisation. Pour la plupart du temps, les problèmes que nous avons, c'est que les populations n'ont pas les actes qui doivent être issus des lotissements pour certaines communes. Dans la région de Fatick, il faut le dire, ces actes souffrent véritablement de l'égalité. C'est également la revendication de succession et d'héritage sur les terres du domaine national. C'est des questions qui reviennent encore. Le poids démographique de la région s'accroît. La demande foncière est de plus en plus forte à Fatick. L'amicale des agents de la justice, en collaboration avec le centre des services fiscaux, a apporté des éclairages sur des thématiques telles que l'expansion urbaine, le lotissement et droit d'occupation, entre autres. Alioune Sy est le président de l'amicale. Depuis presque 10 ans. Sur des thématiques telles que l'expansion urbaine, le lotissement et droit d'occupation, entre autres. Alioune Sy est le président de l'amicale. Depuis presque 10 ans, nous avons constaté une forte urbanisation de la Fatick, une région qui est devenue une région pétrolière. L'accessibilité avec les autoroutes, nous avons constaté qu'il y a urbanisation, que c'est une terre où les gens de manière coutumière pensent à l'hérédité du sol. Il fallait parler de ça parce que ce sont des villes en expansion. Ces initiatives ont pour objectif de mieux faciliter l'accès aux services publics de la justice. Il faut aussi réduire les nombreux conflits fonciers qui atterrissent régulièrement au tribunal, selon Alioune Sy. Tout est défini par des textes et les lois existent déjà. La base du développement pour moi c'est l'information, mais à la bonne information, mais aussi permettre aux populations de connaître leurs droits afin de mieux se préparer à toute éventualité. Cette tournée de l'amicale des agents de la justice est nationale et les thèmes sont choisis selon les localités. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, les chantiers de la route reliant Ngaye à Thilmakha sont à l'arrêt, une situation que dénoncent les populations de ces localités. Du côté de la Géroute, l'on évoque une tension de trésorerie, mais les travaux vont bientôt reprendre. Cher Anta Diop. Les populations du Kayor de Ngaye à Thilmakha sont dans tous leurs états du fait du blocage des travaux de la route, un chantier déjà vieux de plusieurs années. Récemment, le ministre des Infrastructures Déthié Fall avait procédé à la relance des travaux de cette route, mais ironie du sort, le matériel a été retiré des lieux. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Omar Diouf, le directeur régional Ouest à Géroute, estime que le chantier est loin d'être à l'arrêt. Quand un chantier démarre, il y a toujours une période un peu de ralenti au début du chantier, du fait des études, ce qui fait que voilà, les chantiers ne peuvent pas encore tourner à plein temps, à plein régime. C'est à cause de ça que les gens ont l'impression que le chantier est à l'arrêt, mais le chantier est loin d'être à l'arrêt. Le planning suit son cours normal. Actuellement, les engins sont sur place
au niveau de la base, en attendant maintenant la finalisation et la validation de toutes ces études et du projet d'exécution global. Le directeur régional ouest de l'AGEROUTE rassure les populations du Cayor des Profondeurs en précisant que l'entreprise en charge des travaux était dans des difficultés financières. Du fait des quelques pensions de trésorerie de l'entreprise, donc ça fait 2 ou 3 jours que les gens n'ont pas tourné à plein temps parce qu'ils ont des ruptures de carburant vu la situation actuelle. On connaît un peu. L'entreprise va recevoir incessamment son paiement pour l'avance de démarrage et les travaux vont reprendre correctement. Depuis un certain temps, les populations du Cayor multiplient les sorties pour dénoncer. D'ailleurs, elle avait même prévu une marche de protestation dans les tout prochains jours. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cher Anta Diop, nous restons à Thiès. Je vous l'annonçais dans les titres, les albinos sont désormais une unité de fabrique de crème solaire qui leur est spécifiquement dédiée. Elle est implantée à Thiès. Cependant, les difficultés demeurent. Ils sont victimes de discrimination. Le taux de chômage ne cesse de croître. L'Association des albinos du Sénégal a tenu un point de presse à Thiès en marge de la journée qui leur est dédiée. Elle sera célébrée donc ce 13 juin. Ousseynou Sène, membre de la dite association, au micro de Cheikh Anta Diop. Effectivement, c'est ce 13 juin. Comprenez aisément avec nous qu'au Sénégal, l'État et nous, associations, célébrons cette journée, Inch'Allah, ce 13 juin prochain, ce samedi. Et dans tout cela, c'est pour juste, n'est-ce pas, lutter contre cette discrimination notoire, mais également lutter contre le chômage des albinos, le sous-emploi, l'insertion sociale, la protection sanitaire, etc., etc. Donc c'est une journée qui englobe toutes les formes de lutte que l'ANAS est en train de mener au niveau national. Je rappelle que c'est une association nationale et qui donc on va inviter toutes les cellules de toutes les régions du Sénégal seront là représentées à cette journée. Il y aura également un bisou phare, un seul dans l'Afrique de l'Ouest, qui est l'inauguration du laboratoire de fabrique de crème solaire. C'est l'unique dans l'Afrique de l'Ouest. L'ANAS, ses membres qui sont là, se sont bagarrés, se sont luttés ardemment pour, n'est-ce pas, aujourd'hui arriver à ce rêve, c'est-à-dire avoir dans notre centre un laboratoire de fabrication de crème solaire qui, au demeurant, va lutter contre le cancer de la peau. Vous savez que l'albinos, son premier ennemi, c'est le soleil. Et donc, cette fabrique qui sera fonctionnelle les jours à venir va permettre à cette communauté d'être à l'abri du cancer de la peau en utilisant justement ces crèmes solaires. Ce laboratoire de fabrique de crème solaire est installé dans l'enceinte du Centre national des albinos du Sénégal, Linda Robinson House, ici à Thiès, dans le quartier Sampaté. À quelques jours des examens du CFE et du BFM, les autorités éducatives et administratives du département de Mbacké peaufinent les derniers préparatifs. Réunis en comité départemental de développement, elles ont notamment évoqué la situation préoccupante de 2019 candidats qui ne disposent pas de pièces d'état civil. Malgré cette difficulté, le préfet de Mbacké assure que toutes les dispositions sont prises pour garantir le bon déroulement et la sécurité des examens. Pape Medjao. Dans le département de Mbacké, 2019 candidats au CFE et au BFM ne disposent pas de pièces d'état civil. L'information a été donnée par l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbacké, Abdoulaye Oumar Kane. Une situation jugée préoccupante par Khadim Anne, préfet de Mbacké, qui estime que cette situation doit interpeller l'ensemble des acteurs concernés. Il y a toujours des élèves qui n'ont pas de pièces d'état civil. Mais depuis un certain nombre d'années, des efforts sont faits dans ce sens. Puisque je peux donner l'exemple de la commune de Mbacké qui a eu dans le passé des problèmes de pièces d'état civil avec des élèves qui avaient perdu leurs actes de naissance. Mais depuis presque 2 ans, j'ai mis en place une commission de reconstitution au niveau donc de la commune de Mbacké. Je sais qu'il y a des efforts à faire et c'est l'occasion également pour moi de saisir en tout cas cette opportunité pour sensibiliser les parents d'élèves quant à la déclaration à l'état civil qu'il va falloir faire. L'autorité administrative se veut rassurante quant à l'organisation des examens. Khadim Anne affirme que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour une bonne organisation des examens. Au niveau en tout cas du département, pour le CFE, nous avons 46 centres d'examen et pour le BFM, nous avons 26 centres d'examen. La couverture sécuritaire, nous avons vraiment donc reçu les engagements des forces de défense et de sécurité à assurer en tout cas une couverture optimale. Mais non seulement la couverture sécuritaire des épreuves, mais aussi la couverture sécuritaire des centres d'examen. Les autorités académiques et administratives rappellent également que les téléphones portables sont strictement interdits dans les centres d'examen. RFM Touba, Pape Mbaye Diaw. Pape Mbaye Diaw, nous reparlons des cas de noyade de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers fait le point.
Rien que pour le mois de mai, 13 victimes sont pour le moment comptabilisées. Le major Abdoulaye Ndiaye sensibilise les jeunes. On l'écoute au micro de Aombaye. Comme chaque année, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers anticipe en fait sur la sécurisation des plages. Depuis le 31 mai passé, les éléments SIS sont déployés au niveau des plages pour assurer la sécurité des baignades. Mais à partir du 27 juin, ce proportionnement sera journalier. Ce qui fait qu'en fait, les spécialistes ils seront sur les plages chaque jour du lundi au dimanche de 9h à 19h pour assurer en fait la sécurité des baigneurs au niveau de la région de Dakar et à l'intérieur du pays. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport au premier cas de noyade enregistré ces derniers temps? C'est un recensement qu'on a fait au niveau du pays. Malheureusement, on a eu une quinzaine de sorties, vraiment occasionnant 18 victimes, 5 assistés et 13 corps sans vie. Donc, on a recensé ces cas-là. D'où la nécessité d'alerter un peu la population. Nous les exhortons vraiment à fréquenter les plages autorisées à la baignade. Parce que souvent, les cas que nous enregistrons, ça se passe au niveau des plages non autorisées à la baignade. Et puis, nous venons de l'apprendre, le groupe Futur Média en deuil avec le décès d'El Hadj Abdoulaye Biteye, plus connu sous le nom de As Biteye. Il était monteur à l'Observateur. El Hadj Abdoulaye Biteye s'est éteint ce matin à Dakar. Son inhumation aura lieu à Mbiteyeen Wallo, mais la date n'est pas encore connue. Toutes nos condoléances au groupe Futur Média ainsi qu'à sa famille. RFM. L'actualité politique. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé des superviseurs adjoints dans la coalition Diomaye Président. Il s'agit de Serigne Gueye Diop, superviseur adjoint chargé des structures et de la massification, Abdourahmane Diouf, superviseur adjoint chargé des stratégies et de la communication. Aldiouma Sow, lui, devient superviseur adjoint chargé des questions électorales. Mamadou Thiaw est le superviseur adjoint chargé donc de la coordination avec les élus. Fallé Seck, lui, est nommé superviseur adjoint chargé de l'administration et de la logistique. Ces 5 superviseurs adjoints vont seconder la superviseure générale Aminata Touré. Et puis l'union départementale du Parti socialiste de Dakar qui appelle à l'unité pour redynamiser le parti. Les responsables de cette structure demandent aux militants de se remobiliser pour faire revivre le Parti socialiste. Alioune Ndoye, maire de Dakar Plateau, secrétaire général de l'union départementale de Dakar. Dans la démarche normale du parti, quand on doit convoquer les coordinations, il est bon d'abord de recueillir leur avis et autant que possible, sur certaines orientations, d'avoir leur mandat. Donc, puisque le parti annonce regrouper les coordinations, en tout cas les responsables des coordinations, il était bon avant cela. D'ailleurs, nous l'avions fait avant même que cette information ne sorte. La convocation était partie. Donc, pour réunir les responsables de Dakar, échanger sur la vie du parti, les informations actuellement qui concernent notre pays et avoir un peu les orientations du département de Dakar. C'est une parfaite concordance de vue par rapport à la nécessité aujourd'hui de remettre en ordre de bataille, de réorganiser notre parti, de rassembler les militants et surtout d'aller à la rencontre de nos militants, parce que le Parti socialiste, c'est ça. Ce n'est pas s'enfermer dans des bureaux et décider, comme si nous étions une sorte de parti d'élite, en ignorant la masse, les militants qui font la seule dignité dans ce parti-là. Donc, considérer que c'est une unité de vue. Et c'est dans le respect justement des textes et du fonctionnement de notre parti qu'il est obligatoire pour un responsable, avant d'aller parler au nom d'une entité, de réunir cette entité, d'avoir le mandat de cette entité. Donc c'est ça l'importance de la réunion d'hier, que nous allons continuer par des visites et des tournées dans ces différentes coordinations-là. Les responsables de coordination vont nous revenir avec des propositions de date et nous allons animer ce parti dans le département de Dakar et avec d'autres camarades au niveau national. Je vous l'annonçais dans les titres, la Coupe du Monde débute ce jeudi. Dans les rues de Dakar, les Sénégalais sont partagés par un enthousiasme pour le début de cette Coupe du Monde. Avec le pays qui est engagé entre espoir et analyse des favoris, les avis sont divers, mais tous vibrent au rythme du ballon. Micro-trottoir réalisé par Pape Ibrahima Ndiaye. Je trouve qu'il n'y a pas de favori pour moi. Je n'ai pas de favori. Il y a beaucoup d'outsiders, mais je n'ai pas de favori. Il y aura beaucoup d'événements inattendus. Il y aura beaucoup d'outsiders qui vont sortir. Il y aura beaucoup d'équipes qu'on prenne pour des favoris, ils vont tomber. Sénégalais, je pense que favori
favori, bon, tout naturellement au Sénégal, parce que bon, je supporte le Sénégal. Je supporte le Sénégal et je pense qu'on a les potentiels pour remporter cette Coupe du Monde, même si bon, beaucoup de gens n'y croient pas. Je crois que les favoris, c'est France, Sénégal, Espagne et Allemagne. Puis il y aura des surprises. Le Sénégal va prendre la Coupe du Monde pour la première fois. Pour cette Coupe du Monde, il y aura beaucoup. Parce que ici en Afrique, je dirais le premier Sénégal. Mais il y aura de surprises parmi les pays africains qui sont partis à la nombre de 10. Moi, je dirais Cap-Vert. Cap-Vert, il va parmi les surprises, quoi, à part le Sénégal. L'actualité internationale. Barthélémy Ngom. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Fama John, bonjour à tous. Alors, le pape Léon XIV aux îles Canaries. Il est arrivé ce jeudi dans l'archipel espagnol où il doit rencontrer des migrants pour un hommage en forme de message politique selon le journal Le Monde. Un souhait de son prédécesseur, le pape François, décédé sans avoir pu effectuer ce voyage. En 2024, on le rappelle, plus de 46 000 personnes sont arrivées aux îles Canaries. Une année record. L'année dernière, plus de 1000 migrants sont morts ou ont disparu sur la route des îles Canaries, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Le pape Léon s'est déjà exprimé sur la question de l'accueil des migrants dans un discours lundi devant les députés espagnols. Cette visite en Espagne s'achève demain vendredi à Tenerife. Là-bas aussi, il va se rendre dans un centre pour migrants avant une dernière messe en plein air dans le port de Santa Cruz. En République démocratique du Congo, les médecins en grève en pleine épidémie d'Ebola. Le syndicat libre des médecins appelle à une grève à durée indéterminée à partir de ce jeudi. Le syndicat dénonce l'absence de réponses concrètes à leurs revendications, lesquelles portent sur les salaires, les conditions de travail et le renforcement des moyens alloués au secteur de la santé. Soda Cham. Selon les organisations syndicales, cette grève concerne toutes les structures sanitaires publiques à travers le pays. Elle reproche aux autorités le retard dans l'application de plusieurs engagements pris en faveur du personnel médical, ainsi que la persistance de difficultés liées au manque d'équipement, à l'insuffisance des ressources et aux conditions d'exercice dans de nombreux établissements de santé. Près de 2500 médecins du secteur public n'ont pas reçu leur salaire depuis plusieurs mois. Les syndicats ont assuré que les services d'urgence continueront de fonctionner afin de garantir la prise en charge des patients les plus vulnérables. Mais la mobilisation suscite des inquiétudes quant à son impact sur le système de santé en pleine épidémie d'Ebola. 3 médecins sont décédés en Ituri depuis le début de l'épidémie. Solecham, le dernier bilan de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo établi lundi fait état de 259 décès suspects, 102 décès confirmés pour cause du virus Ebola. Les autorités sanitaires congolaises ont aussi recensé 608 personnes infectées. La guerre au Moyen-Orient maintenant, Téhéran annonce la fermeture totale du détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre. L'agence gouvernementale iranienne en charge du trafic maritime confirme la décision ce matin en évoquant des tensions provoquées par les forces américaines. De nouvelles frappes ont été menées ce jeudi à l'aube. Trump accuse Téhéran de tergiverser dans les négociations pour mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient. Pape Ibrahim Ndiaye. Jusqu'ici, les forces armées iraniennes autorisaient quotidiennement le passage d'une vingtaine de navires dans cette zone. Pour la première fois donc, l'Iran verrouille le détroit d'Ormuz depuis le début du conflit. Le 28 février, l'autorité du détroit du Golfe Persique, organisme chargé de la gestion dans cette voie maritime, a annoncé que le détroit serait fermé jusqu'à nouvel ordre en riposte aux frappes menées par les États-Unis dans la nuit. Plus tôt, dans la journée, l'armée iranienne avait déjà averti qu'elle prendrait pour cible tout navire transitant dans le détroit d'Ormuz. Une annonce de l'état-major iranien relayée par les médias internationaux. La marine iranienne, citée par la télévision d'État IRIB et l'agence mère, avait annoncé pour sa part que 2 navires qui tentaient de franchir illégalement le détroit d'Ormuz ont été frappés. Cette affirmation a été ensuite démentie par les États-Unis qui ont par ailleurs mené ce jeudi à l'aube de nouveaux bombardements contre l'Iran qui a annoncé des ripostes contre des bases militaires au Koweït et à Bahreïn et promet de prendre pour cible tous les navires s'aventurant dans le détroit d'Ormuz. Voilà, Fama John, pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Merci beaucoup, Anna Rocha. L'actualité des sports dominée par le démarrage
de la 23e édition de la Coupe du Monde qui commence ce soir. Le Mexique, un des pays hôtes, va affronter l'Afrique du Sud à 19h en match d'ouverture. Les deux équipes s'étaient également affrontées lors du premier match du Mondial 2010. Le Mexique et l'Afrique du Sud s'étaient quittés sur le score d'un but partout. Le match sera précédé par la cérémonie d'ouverture au stade Azteca de Mexico. Parmi les artistes phares qui vont donc présenter un show, la Colombienne Shakira et le Nigérian Burna Boy. La deuxième cérémonie d'ouverture est prévue demain vendredi à Toronto, au Canada, qui va donc jouer la Bosnie à 19h. Une dernière cérémonie va se dérouler samedi à Los Angeles, aux États-Unis. Les Américains vont défier le Paraguay. Samedi, nous aurons Brésil-Maroc à 22h, le Sénégal qui joue le 16 juin contre la France à partir de 19h. L'équipe nationale des U23 du Special Olympics va participer à la Coupe du Monde de football unifié. Ce sera du 5 au 11 juillet 2026 à Paris, en France. En pleine préparation, les responsables du Special Olympique sollicitent le soutien de la Fédération de football, Youssouf Bodjan. C'est un événement mondial qui réunit des jeunes avec et sans handicap pour promouvoir l'inclusion par le sport. Abdou Aziz Diop est l'entraîneur des U23 de Special Olympique. Nous avons un bon groupe. Il s'agit de jeunes très dynamiques et qui sont très engagés, que nous avons eu à avoir tout au long de ce championnat-là, qui ont eu à s'illustrer à travers leur équipe. Aujourd'hui, nous allons commencer le 4e regroupement concernant la préparation de cette Coupe du Monde-là. Donc, comme on le sait, par rapport à l'aspect footballistique, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, que ce soit l'aspect physique déjà, qui est la base par rapport au football. Et on travaille aussi l'aspect technique, mais aussi l'aspect tactique. Et tout ce qui est l'aspect psycho-éducation par rapport à ces personnes-là, parce qu'ils ont des besoins spécifiques. À moins 2 mois du coup d'envoi, l'équipe du Sénégal multiplie les regroupements. Pour une meilleure participation, le directeur sportif de Special Olympique, Hassan Cham, sollicite un accompagnement de la Fédération sénégalaise de football. Ce qui est des moyens, le ministère des Sports, par l'intermédiaire de Khadidjen Gueye, nous avait accompagnés. Et vraiment, on a déjà signé l'engagement avec le ministère des Sports, qui a été calé, concernant les équipements, concernant les billets d'avion, concernant l'hébergement. Tout a été calé par le ministère des Sports. Jusqu'à présent, on fait appel à la Fédération sénégalaise de football. On a fait des demandes, mais jusqu'à présent, on ne nous a pas encore reçus. Et nous sommes une équipe de football unifiée, qui sont des handicapés intellectuels. Donc pourquoi pas accompagner l'équipe de Special Olympics qui puisse mieux représenter le football sénégalais. La Coupe du Monde de football unifiée Special Olympics Paris 2026 va rassembler 12 équipes masculines et 12 équipes féminines. Parmi les adversaires des U23 sénégalais, l'équipe de France. Lecture et commentaire Barthélémy Ngom. Bonjour. 48 nations, un même rêve. Le quotidien national Le Soleil marque ainsi le démarrage ce jeudi 11 juin de la Coupe du Monde de football, une compétition organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Au total, 48 équipes prennent part à cette édition XXL. Des équipes qui vont batailler pour tenter de soulever le plus beau trophée du football et succéder à l'Argentine de Lionel Messi, écrit encore Le Soleil. Au total, 104 rencontres avec des duels de haute facture. Les 2 premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes vont accéder au 16e de finale, soit 32 équipes en phase éliminatoire. 10 équipes africaines, dont le Sénégal, prennent part à la compétition. Le Sénégal qui, selon Alain Giresse, a le potentiel pour atteindre au moins les demi-finales. Propos à lire dans l'Observateur. L'ancien coach des Lions du Sénégal revient sans détour avec mon confrère sur les qualités du groupe de Pape Thiaw. Mbaïley également, à la suite d'Alain Giresse, analyse les atouts des Lions susceptibles selon lui de mener le Sénégal loin dans ce mondial. Mais à la lumière de la préparation du Sénégal, Walf Quotidien se pose la question suivante. Faut-il s'alarmer pour les Lions? Mon confrère évoque une charnière centrale pas au top. Au niveau de l'attaque, 8 joueurs offensifs ont été utilisés et à l'arrivée, un seul buteur pour les 2 rencontres. Cher Sidiba, ancien international justement, qui analyse les 2 matchs du Sénégal dans le quotidien Record, note que Pape Thiaw n'a pas caché son jeu. Le même Pape Thiaw qui, selon Vox Populi, lance déjà le derby Sénégal-France du 16 juin prochain. Nous allons, dit-il, affronter la meilleure équipe au classement FIFA avec des atouts impressionnants. Mais, ajoute-t-il, le Sénégal a des qualités et les Lions vont tout faire pour être prêts. Sur les 2 derniers matchs de préparation,
déclaration, Pape Thiaw reconnaît que les Lions n'ont pas été efficaces devant. Néanmoins, il rassure et lève les doutes, conclut Vox Populi. Sud Quotidien, toujours sur la Coupe du Monde, évoque un mondial de la démesure, mais fait mention des ambitions de l'Afrique. Loin de la Coupe du Monde, Enquête réserve sa une à l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, qui écrit le confrère accélère la traque dans la lutte contre la corruption justement. Au total, précise l'AS, l'OFNAC a ouvert 36 enquêtes. Tout est parti de signalements de corruption par des personnes anonymes, note le journal. Moustapha Ka, le président de l'OFNAC, dans l'I quotidien, déclare avoir noté une augmentation de signalements de corruption depuis l'adoption de la loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte. Le président de l'OFNAC qui exhorte et rappelle que toute personne qui dénonce des faits ayant conduit au recouvrement effectif de fonds détournés peut bénéficier d'une récompense équivalente à 10% du montant effectivement récupéré. Une affaire d'argent également à la une de la Tribune. Il s'agit de l'enveloppe qui a été mobilisée pour les victimes des manifestations politiques. Le confrère du groupe des médias constate que Maïmouna Dièye, l'ancienne ministre de la Famille et des Solidarités, se perd dans les chiffres de 1,8 milliard à 1,28 644 500 francs CFA. La Tribune veut savoir où sont passés les 771 355 500 francs CFA. Le confrère rappelle que Maïmouna Dièye a révélé lundi dernier, en marge de sa passation de service, que l'État a mobilisé un montant global de 1,28 644 500 francs CFA pour accompagner les ex-détenus, les familles endeuillées et les blessés lors des manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Un montant qui, aux yeux de la Tribune, est contraire à celui déclaré lors de la journée dédiée aux martyrs et aux victimes. Un dossier donc à suivre, tout comme le dossier qui oppose Mambay Niang à Ousmane Sonko, procès hier sur l'affaire de la présumée mutation frauduleuse d'un bien immobilier. Réumi Quotidien, qui en parle ce matin, informe que le contentieux a été renvoyé au 22 juillet prochain. Direct News réserve sa page de une au troisième ministre de la Justice de l'ère, Bassirou Diomaye Faye, et fait part des dossiers explosifs qui attendent Maître Moussa Sarr. Azer, pôle judiciaire financier, mandat de Sonko, Conseil supérieur de la magistrature, liberté publique et soupçon de conflit d'intérêts. En réalité, souligne Direct News, Moussa Sarr a hérité d'un département confronté à des défis majeurs où se mêlent enjeux politiques, rivalité judiciaire et forte attente citoyenne. Des dossiers et urgences donc au moment où la société civile, écrit le quotidien, lance un appel face au risque d'une crise institutionnelle au Sénégal. Les acteurs mettent en garde sur les conséquences économiques et sociales d'une crise au Sénégal. Walf Quotidien fait aussi part des inquiétudes de la société civile à la lumière des tensions politiques qui minent le pays. Terminons avec l'Observateur qui accorde un entretien exclusif au docteur Cheikh Gueye. Terminons avec l'Observateur qui accorde un entretien exclusif au docteur Cheikh Gueye. Il déballe tout après sa relaxe par le tribunal dans l'affaire ONAS. Des révélations explosives sur les coulisses de son limogeage. Bonne lecture. Merci beaucoup Barthélémy Ngom. À 12h34, c'est la fin de ce journal. Merci à tous. C'était Femme Dion à la présentation, Abdoulaye Diop à la technique, à la production, Alunba Abdouradir Lokader. Merci à Aïda Sek au digital. Merci à El Haj Nguyen pour la réalisation. Vous allez justement le retrouver à 13h pour le journal en Wolof. Je vous laisse en compagnie de Pape Malik Diaw pour le premier numéro du journal consacré à la Coupe du Monde qui démarre ce jeudi. Merci à tous et bonne suite de programmes sur la RFM, la Radio Futur Média. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de la Coupe du Monde. Au menu pour ce premier numéro, l'actualité concernant la cérémonie d'ouverture dans moins de 6 heures maintenant avec Cheikh Tidiane Diagne. Le premier match de cette Coupe du Monde entre l'un des pays hôtes, le Mexique, face à l'Afrique du Sud. Ce sera l'affaire de Youssouf Podian. L'actualité des Lions, bien sûr qu'on en parle dans cette Coupe du Monde. Solekam nous en dira plus. L'instant Laïdiao pour cette compétition qui puisera au fond de sa mémoire pour quelques dates et anecdotes. Et enfin, autre actu, tout ce qui tourne autour de cette Coupe du Monde, Pape Ibrahim Ndiaye s'y collera. Le journal de la Coupe du Monde, le numéro 1, c'est maintenant. Accrochez-vous à vos marques. Prêt ou tiens, soyons beaucoup plus fous, vu que le premier match sera avec l'un des pays hôtes, le Mexique. En sus marcas, listos, ya.
Le coup d'envoi de la 23e Coupe du Monde de football de l'histoire avec un match d'ouverture en Mexique-Afrique du Sud, petit remake de 2010 au mythique stade Azteca à partir de 19h. Un match d'ouverture qui sera très suivi, tout comme la cérémonie d'ouverture qui accompagnera bien évidemment cet événement planétaire. Cheikh Tidiane Diagne nous donne un avant-goût de cette cérémonie. Pour la première fois, Dai Dai, l'hymne officiel du tournoi, sera entonné dans un stade en ouverture de la Coupe du Monde. À l'honneur pour l'interpréter, l'artiste nigérian Burna Boy et la superstar colombienne Shakira. La cérémonie va durer le temps de match de football, soit 90 minutes pleines, au cours de laquelle il y aura un spectacle sons et lumière. Juste après, le Mexique affronte l'Afrique du Sud, qui rappelle l'affiche du match d'ouverture du mondial en 2010. Le mythique stade Azteca de Mexico, en abritant le match d'ouverture de cette Coupe du Monde, devient ainsi le premier stade au monde à accueillir 3 matchs d'ouverture de Coupe du Monde. Le même processus spectacle sons et lumière sera répété dans les 2 autres pays hôtes, le Canada et les États-Unis, le 12 juin, respectivement à Toronto et à Los Angeles. Et justement, en parlant de cérémonie, la célèbre chanteuse Shakira ouvrira donc le bal de cette Coupe du Monde pour la 4e fois après Hips Don't Lie en 2006 en Allemagne. Waka Waka en 2010 en Afrique du Sud. Et La 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 en 2014 au Brésil. Et pour cette année, l'artiste a encore frappé fort avec Dai Dai, la musique officielle de la Coupe du Monde. Je monte un petit peu le volume. Cette 23e édition de la Coupe du Monde débute donc ce soir. Dans le groupe A, le match d'ouverture va opposer l'un des pays hôtes, le Mexique, face à l'Afrique du Sud. Ce sera au stade de Mexico. Des retrouvailles entre 2 sélections qui avaient aussi débuté le premier match du Mondial 2010. Youssouf Bodian nous présente l'affiche. Le Mexique et l'Afrique du Sud se retrouvent 16 ans après leur dernier match en ouverture de la Coupe du Monde 2010. Les tricolores avaient tenu en échec les Bafana Bafana devant leur public pour lancer le premier mondial en terre africaine. Les 2 sélections s'étaient quittées sur le score de 1 but partout. Tchabalala avait ouvert le score pour les Sud-Africains. Le Mexique avait égalisé grâce à Rafael Marquez, le défenseur qui sera de nouveau de la partie cette année en tant qu'adjoint du sélectionneur Javier Aguirre. C'est d'ailleurs lui qui était sur le banc mexicain lors de la Coupe du Monde 2010. Le Mexique s'apprête ce jeudi à entrer dans l'histoire en devenant le premier pays à accueillir 3 éditions de la Coupe du Monde. Avec 17 participations, le Mexique a accueilli la Coupe du Monde en 1986 et 1970, atteignant à chaque fois les quarts de finale. Pour donc tenter de dépasser ce cap, Aguirre peut compter sur la colonne vertébrale de l'équipe, des joueurs expérimentés tels que le gardien Ochoa, 40 ans, qui s'était révélé lors de la Coupe du Monde 2014. Il y a également l'attaquant Raúl Jiménez qui a évolué la saison dernière à Fulham en première ligue anglaise. À noter par ailleurs la présence de la pépite Gilberto Mora, 17 ans, milieu de terrain offensif très prometteur qui évolue dans le championnat mexicain. En face, l'Afrique du Sud retrouve la Coupe du Monde 16 ans après sa dernière participation. C'était en 2010 à domicile, les Bafana Bafana éliminés dès le premier tour malgré une victoire sur la France entraînée à l'époque par Raymond Domenech. Au Mondial 98 et 2002, les Sud-Africains n'avaient pas aussi réussi à sortir de leur groupe. Ce sera donc un des défis à relever pour Hugo Bross qui est à la tête de la sélection depuis mai 2021. Le technicien belge s'est attelé à rajeunir l'effectif avec une forte présence des joueurs locaux. Sur les 26, on note 7 joueurs des Mamelodi Sundowns vainqueurs de la dernière Ligue des champions africaine. Le renouveau impulsé par Bross a permis à l'Afrique du Sud de décrocher une 3e place à la CAN 2023. Pour rappel, les Bafana Bafana s'étaient qualifiés à ce mondial 2026 en terminant premier devant le Nigeria. Un match de préparation avant cette Coupe du Monde, l'Afrique du Sud a concédé 2 matchs nuls, 0-0 contre le Nicaragua, 1 but partout avec la Jamaïque. Leurs adversaires de ce jeudi, les Mexicains, ont dominé l'Australie 1-0 et une large victoire face à la Serbie, 5-1. Afrique du Sud, Mexique, Afrique du Sud, bien sûr, qui nous rappelle le premier match de la Coupe du Monde 2010. Ce fut un moment inoubliable d'ailleurs, ce match d'ouverture. Et ce but, on s'en rappelle encore de Tchabalala. Taylor, what's he say?
It's a really good ball. It's Shabalala. Goal! Bafana Bafana! Goal for South Africa! Goal for all Africa! On croise les doigts en tout cas pour que cette rencontre soit aussi explosive que ce dernier match entre ces deux formations. L'actualité des Lions, à présent, vous l'aurez compris, aux États-Unis, depuis quelques jours où le groupe a d'ailleurs joué 2 rencontres amicales face aux États-Unis et face à l'Arabie Saoudite. Le groupe s'est prononcé sur ces 2 rencontres et ce qui les attend pour cette Coupe du Monde. Soda Thiam nous en dit plus. Les Lions du Sénégal ont bouclé leur 2e match amical face à l'Arabie Saoudite par un nul vierge. Le sélectionneur Pape Bouna Diaw espère faire mieux durant la compétition. Au micro de notre confrère Amedine Sy. Commencer par une défaite, match nul, et espérons qu'en la compétition, on va démarrer par une victoire. 2 matchs amicaux très importants aux yeux des Lions du Sénégal, même si ces derniers s'attendaient à avoir une victoire. Il y a des choses à améliorer et il y a de bonnes choses aussi à garder. Comme ça, c'est un match de préparation, que ça sera différent avec une match de Coupe du Monde. J'espère qu'on boutirait beaucoup de choses positives. Après, il y a des choses à améliorer. C'est un match amical qui va nous permettre d'aller plus loin, de trouver les failles et des points positifs et de les améliorer. On est dans la continuité de la préparation de la Coupe du Monde et maintenant il faudra bien s'entraîner et être prêt pour le début de cette compétition. Ben oui, on est frustré un peu quand même, mais bon, on va se préparer pour les prochaines compétitions et c'est ça le plus important. Quand on est le Sénégal, c'est normal qu'il y ait un goût d'inachevé, mais voilà, comme je l'ai dit, on est toujours dans la préparation et voilà, il nous reste encore une semaine pour bien commencer cette compétition. Les Lions ont fait un day-off hier mercredi, histoire de se requinquer un peu avant de rejoindre leur camp de base. Les protégés de Pape Bouna Diaw vont quitter San Antonio ce jeudi vers 10h heure locale pour rallier New Jersey. Notez aussi que les 2 joueurs recalés, à savoir Ilay Kamara et Moustapha Mbow, sont toujours avec le groupe et ils vont effectuer le déplacement avec eux à New Jersey. Par contre, leur premier adversaire pour ce mondial, à savoir les Bleus de la France, ont débarqué hier mercredi à Boston où ils vont établir leur camp de base durant la Coupe du Monde. Et tiens, nous restons toujours avec les Lions pour parler cette fois-ci de l'instant Laye Diaw. Pas ces Lions d'aujourd'hui, plutôt ceux de 2002, puisque pour ce premier numéro, Abdoulaye Diaw revient sur le match d'ouverture qui lui a le plus marqué. Et je peux vous dire qu'il n'est pas allé chercher loin en cochant dans sa mémoire ce 31 mai 2002. Le voici. Le match d'ouverture de Coupe du Monde qui m'a le plus marqué, bien entendu, celui-là de 2002 qui a opposé le Sénégal à la France parce que c'était notre première Coupe du Monde. S'y ajoute que nous avions identité à afficher et à affirmer contre une équipe de France très forte qui était à la fois championne d'Europe et du monde, dotée des meilleurs buteurs qui étaient Thierry Henry et David Trezeguet. Le Sénégal avait tout à gagner dans un match d'ouverture comme celui-là. Mais ce qui m'a surtout rassuré et réconforté, c'est la confiance, la détermination dont les Sénégalais avaient fait montre. Dès le tirage au sort, ils étaient contents d'avoir comme adversaire à match d'ouverture la France, parce que tous vivaient presque dans le championnat français. Et je me souviens avoir dit dans un commentaire que l'équipe du Sénégal ressemblait à une équipe de France bis, simplement parce que certains d'entre eux s'étaient épanouis en France. Ils avaient grandi en France, ils s'étaient épanouis en France. Ils ont fait leur premier pas de footballeur en France et ils ont fréquenté l'école française. Si le Sénégal n'avait peut-être pas place dans le paysage mondial, certainement certains d'entre eux auraient joué pour l'équipe de France ou une toute autre équipe européenne. Et nous avons gagné. La confiance qu'ils affichaient a entraîné un trop plein de confiance chez moi. Je me souviens ce jour-là, me rendant à la radio, j'ai préféré laisser ma voiture à la maison. J'ai pris un taxi. Le chauffeur qui m'a transporté, qui m'a mené à la radio, m'a posé la question de savoir si ma voiture était tombée en panne. Je dis non, ma voiture n'est pas tombée en panne. Sénégal-France va finir dans moins de 3 heures. Il y aura des manifestations de joie et il sera difficile de circuler parce que l'équipe de France va perdre devant le Sénégal. Le chauffeur n'en revenait pas. Et à la fin du match, il est revenu à la radio, me poser la question de savoir comment j'avais compris que le Sénégal allait gagner ce match d'ouverture. Donc, c'est un match qui m'a marqué, qui a donné depuis une identité mondiale au football sénégalais.
des Lions qui nous auront donc régalé en 2002. Allez savoir, peut-être que l'histoire va se répéter ce 16 juin 2026. Autre actu pour terminer, l'arbitre somalien Omar Harton, refoulé des États-Unis, accueilli en héros à Mogadiscio avant d'être reçu par le président de la République. Une situation insolite chez les Bleus avec Warren Zaïre-Emery ou encore ce message fort de Lionel Messi envers ses futurs adversaires. Le tout, c'est avec Pape Ibrahima Ndiaye. Refoulé par les autorités américaines avant la Coupe du Monde 2026, l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Harton a reçu le soutien du Canada qui s'est dit prêt à l'accueillir à Vancouver pour la Coupe du Monde. De retour en Somalie, il a été reçu au palais présidentiel de Mogadiscio par le président somalien en signe de solidarité après cette affaire. Les hommes de Didier Deschamps sont arrivés ce mercredi à Boston, leur camp de base pour la Coupe du Monde 2026. Après un vol d'environ 7 heures depuis la France, les Bleus ont rejoint leur hôtel en plein centre-ville avant d'entamer les derniers réglages avant leur entrée en lice dans le tournoi. Toujours dans l'équipe française, situation insolite chez les Bleus alors que l'équipe de France poursuit sa préparation pour la Coupe du Monde 2026 à Boston. Warren Zaïre-Emery se trouve confronté à une règle américaine inattendue. À seulement 20 ans, le milieu du PSG pourrait être interdit d'accès au bar de l'hôtel des Bleus. La loi du Massachusetts fixant l'âge minimum à 21 ans pour fréquenter certains espaces où de l'alcool est servi. Une anecdote qui fait sourire dans le camp français, même si une dérogation pourrait lui permettre d'éviter cette sanction pour le moins inhabituelle. À quelques jours du choc entre l'Argentine et l'Algérie en Coupe du Monde 2026, Lionel Messi affiche la couleur. Le capitaine de l'Albi Céleste prévient ses futurs adversaires en rappelant que les champions du monde en titre seront difficiles à battre. Un message fort envoyé au Fennec avant une rencontre qui s'annonce déjà explosive le 17 juin prochain. Lionel Messi qui a fini donc de préparer mentalement ses futurs adversaires. À bon entendeur, salut. C'est d'ailleurs sur cette note que prend fin ce premier numéro de votre journal de la Coupe du Monde. Merci à Youssouf Bodian, Cheikh Tidiane Gagne, Sode Thiam, Pape Ibrahima Ndiaye et Abdoulaye Diaw. Merci à vous également qui nous suiviez. C'était Pape Malick Diaw. À demain pour un nouveau numéro. Ciao.